Donc, bonjour à tous, je remercie la FFER de m'avoir invité à cette session de communication libre. Donc, dans le cadre du projet Infertilité masculine chez les patients normospermiques, je vais vous présenter un travail concernant l'analyse protéomique des spermes normaux non fécondants en FIV classique. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le laboratoire de biologie de la reproduction de l'hôpital Tenon, l'unité INSERM U525 et la plateforme postgénomique de la Pitié-Salpêtrière. Donc, nous nous sommes intéressés aux causes d'infertilité chez les patients normospermiques qui sont à ce jour peu connus et qui pourtant conduisent à des échecs non expliqués en FIV classique. En effet, on observe chez les patients normospermiques 5% d'échecs en FIV et dans 56% des cas, aucune cause ovocitaire n'est retrouvée. On observe par contre peu ou pas de spermatozoïdes fixés à la zone pellucide de l'ovocyte. Ce phénotype particulier nous oriente plus volontiers vers une cause masculine d'infertilité. Il existe des modèles animaux qui présentent un phénotype similaire. Il s'agit des souris déficientes pour l'enzyme de conversion de l'angiotensine dans son isoforme germinale. Donc, dans un travail préliminaire, l'ACE germinale a été testée chez ces patients, mais n'a pas permis de mettre en évidence un déficit particulier. Donc, afin de préciser les causes moléculaires d'infertilité chez ces hommes normospermiques, deux alternatives s'offrent à nous. La recherche spécifique de molécules déjà connues pour leur implication dans l'interaction gamétique, ou une étude plus globale, celle de l'étude du protéome des spermatozoïdes de ces sujets normospermiques infertiles. C'est ce qui va vous être présenté. Les études concernant le protéome du spermatozoïde humain par électrophorèse 2D sont actuellement peu nombreuses et elles sont pour la plupart descriptives. Notre projet a deux originalités. Il s'attache à étudier un phénotype d'infertilité masculine très particulier, les hommes infertiles normospermiques, et utilise une nouvelle technique, l'électrophorèse 2D DIGE, c'est-à-dire avec une révélation en fluorescence, ce qui va augmenter la sensibilité et la reproductibilité de la technique. Donc, il s'agit d'une étude cas témoin, dans laquelle l'ensemble des hommes ont des paramètres spermatiques normaux. Dans le groupe 1, on retrouve les cas, qui sont inclus dans un protocole de FIV et chez qui on observe un échec complet de fécondation et moins de 10 spermatozoïdes fixés à la zone pellucide. Dans le groupe 2, vous avez les témoins. Donc, le protéome du spermatozoïde des cas va être comparé à celui des témoins afin de rechercher un désordre en protéines spermatiques. Le projet s'est déroulé en 3 étapes. Une étape de préparation des échantillons avec un préfractionnement sur lequel je vais revenir, puis l'électrophorèse 2D DIGE à proprement parler, avec au préalable le marquage des protéines par les sondes fluorescentes appelées cyanines selon la technique DIGE, puis l'électrophorèse 2 dimensions et l'analyse des protéines différentiellement exprimées entre les cas et les témoins. La dernière étape est constituée par l'identification de ces protéines par spectrométrie de masse. Donc, quelques mots sur la technique de préfractionnement. Il s'agit d'une isoélectrofocalisation en phase liquide. Vous avez ici l'appareil qui a été utilisé pour faire ce préfractionnement. Donc, il nous a permis de séparer nos extraits protéiques en 3 fractions selon le point isoélectrique. Une fraction acide entre 3 et 5,4, une fraction intermédiaire entre 5,4 et 7 et une fraction basique entre 7 et 10. Donc, à ce stade du projet, la fraction acide et basique ont été analysées. Donc, voici 2 gels d'électrophorèse bidimensionnels sur lesquels ont migré des extraits totaux de protéines spermatiques. Donc, ce sont des gels à gradient large de pH, un gel en 4,7 et un gel en 3,10. Donc, suite à notre technique de préfractionnement, nous avons pu faire migrer la fraction acide sur un gradient très étroit de pH, 4,5, 5,5. Donc, vous voyez que l'on obtient un zoom de cette partie du gel ici, et que les spots protéiques sont bien mieux individualisés. Donc, ce qui nous a permis de détecter 1486 spots sur ce gel 4,5,5,5 contre seulement 1100 sur l'ensemble du gel 4,7. De même sur la fraction basique qui a migré sur un gradient de pH 6,9, 2300 spots ont pu être détectés contre 1200 sur l'ensemble du gel 3,10. Donc, après analyse de la fraction acide, 8 protéines candidates ont été retenues, 4 diminuées chez les cas, 4 augmentées chez les cas. Et sur la fraction basique, 7 protéines candidates ont été repérées, qui étaient toutes diminuées chez les cas. Donc, à ce stade du projet, nous en sommes à l'identification de ces protéines candidates par spectrométrie de masse.
Pour le moment, 3 protéines ont été identifiées sur la fraction acide. Il s'agit de la P40 ribosomale protéine, qui est augmentée chez les cas, de la lactoï-glutathione liase, qui est également augmentée chez les cas, et de l'inhibiteur de la ribonucléase, qui est lui diminué chez les cas. Ces 2 dernières protéines sont des protéines à propriétés antioxydantes et leur rôle reste encore à démontrer dans l'interaction gamétique. En ce qui concerne la P40 ribosomale protéine, cette protéine constitue la même entité que le récepteur à la laminine LR67 et a donc un rôle dans l'adhésion cellulaire. On sait également que les laminines sont des ligands des intégrines dont le rôle n'est plus à démontrer dans la fusion gamétique. Des études ont montré que des macrophages transfectés par la sous-unité alpha-6 des intégrines étaient capables de fixer le spermatozoïde. Lorsque l'on rajoute au milieu extracellulaire du manganèse, alpha-6 va fixer préférentiellement la laminine plutôt que le spermatozoïde. Inversement, lorsque le milieu est supplémenté en calcium, alpha-6 va fixer plutôt le spermatozoïde que la laminine. Les auteurs ont donc conclu que la sous-unité alpha-6 des intégrines était capable de fixer soit la laminine, soit les spermatozoïdes, ce probablement en fonction de sa conformation spatiale qui serait sous l'influence de divers modulateurs cellulaires. Dans une autre étude, LR67 est proposée comme une de ces molécules modulatrices qui favoriserait la fixation de alpha-6 à la laminine. LR67 étant augmenté chez nos cas, cela pourrait être une piste pour expliquer le défaut d'interaction gamétique chez nos patients. Donc, ce travail a permis la mise au point de la technique d'électrophorèse 2D10 sur le spermatozoïde humain, ce qui n'avait pas encore été fait, et a permis d'identifier 3 protéines différentiellement exprimées entre les sujets infertiles et les témoins. Ces protéines méritent maintenant des confirmations et des investigations complémentaires. Ceci dans le but de préciser les causes moléculaires d'infertilité de ces patients normospermiques infertiles qui sont actuellement non expliquées par les données de la spermiologie classique. Je vous remercie pour votre attention. Très très beau travail que vous avez présenté. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? J'avais comme souvenir qu'il pouvait y avoir des anomalies du récepteur ZP sur la zone pellucide qui pouvaient expliquer que certains spermes normospermiques n'étaient pas fécondants. Vous l'avez pas du tout, vous l'avez éliminé complètement comme cause. Et pour vous, vous rapportez ça à un problème protéique de spermatozoïdes ou Non, on l'a pas. Sur les 5% d'échecs. On ne l'a pas éliminé, c'est une approche en fait, c'est une approche globale. D'accord, vous êtes dit peut-être que le spermatozoïde a quelque chose. Mais on n'a pas éliminé l'autre alternative de rechercher des molécules spécifiques de l'interaction gamétique, de l'interaction ZP-spermatozoïde. Nathalie. J'avais une question d'ordre technique. Je suis ici. À devant vous. D'accord. À droite. À droite. Ah, pardon. Lorsque vous faites votre extraction de protéines, vous faites à partir de spermatozoïdes isolés ou liquide séminal et membrane spermatique, tout compris, quand vous faites votre extraction. Oui, l'extraction, c'est des culots de spermatozoïdes. Lavés? Oui. Sans liquide séminal? Non, sans liquide séminal. Ce que vous avez trouvé là par l'analyse protéomique, c'est sur des poules de spermatozoïdes ou c'est Non, ce n'est pas des poules en fait. Sur chaque gel, il y a un cas et un témoin. Donc il y a une série de gels et après c'est un logiciel informatique qui regroupe toutes les données. Et les protéines que l'on a mis en évidence, c'est celles qui étaient diminuées, on va par exemple diminuer chez tous les cas et chez tous les témoins en même temps. Mais ce n'est pas poulé. Donc ce que vous rapportez, c'est quand vous avez trouvé chez tous les cas. Oui. Et alors, est-ce que vous avez essayé de mieux caractériser les raisons des échecs de fécondation in vitro? Est-ce que, par exemple, c'était des cas où il y avait une bonne fixation de la zone pellucide ou pas de bonne fixation? Parce que si le problème est au niveau de l'interaction ovocyte-spermatozoïde, oui, c'est des cas où vous devriez avoir une bonne fixation à la pellucide. Oui, tout à fait. On s'attendait à trouver des protéines de fixation à la zone pellucide et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas ce qu'on a trouvé. On n'a pas encore identifié toutes les protéines qu'on a mis en évidence, mais c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à trouver des protéines d'interaction avec la zone pellucide et pas avec la membrane. Mais vos cas étudiés, ils étaient homogènes du point de vue échec de FIV ou Oui, c'était des patients qui avaient un échec complet de FIV et qui avaient moins de 10 spermatozoïdes fixés à la zone pellucide.